10, 9, 10 minutes pour le dire, 6, pour le 5, dire. 4, 3, 2, 10 minutes pour le dire, 9, pour le dire. 7, pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. Il y a un film, Va, vie et devient, et il y a un livre, Les Falachas, nègres errants du peuple juif. On ressort du film souvent en larmes, et on ressort du livre assez bouleversé également, pour ne pas dire avec plein de questions. Alors, j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau, Tidiane Ndiaye. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Lire votre livre ou aller voir le film? Écoutez, c'est vous, à mon avis, je vous laisse seul juge, puisque vous avez eu l'avantage de lire le livre et puis de voir le film. C'est à vous de donner les conseils qu'il faut. Alors, ces Falachas, on va attendre la fin de cet entretien. Ces Falachas, ils viennent d'où? Bon, je pense qu'il faudrait revenir au contexte des années 80. Au milieu des années 80, vous vous rappelez la guerre civile et la famine qui ravageait l'Éthiopie. C'est à ce moment-là que le monde entier avait entendu parler de cette émouvante histoire de tribus juives noires perdues en Afrique depuis des siècles, c'est-à-dire les Falachas. Il faut dire que durant ces 35 ans d'existence, du moins en tant qu'État souverain, Israël les avait pratiquement ignorés. Et là, sans donner d'explication véritablement convaincante. Israël lance l'opération Moïse et Salomon. D'abord Moïse, fin 84-85, pour évacuer des milliers d'entre eux. À l'époque, on s'était demandé en fait comment était possible qu'une tribu juive soit perdue en Israël. Mais l'opinion internationale avait déjà été suffisamment alertée quelques années plus tôt, lorsqu'une junte militaire, vous vous en souvenez, avait déposé l'empereur Haïlé Sélassié. Oui. Puisqu'à l'époque, de nombreux médias occidentaux, dont certains qui étaient spécialisés dans le sensationnel, eh bien ces médias prétendaient que des milliers de Falachas avaient été totalement décimés par l'armée éthiopienne. Ils avaient même employé de façon, on le sait aujourd'hui, très exagérée, le mot de holocauste. C'est donc dans ce contexte que des voix s'étaient élevées au sein de la diaspora juive, et même en Israël, avec d'éminents rabbins comme Ovadia Yosef, qui avaient réclamé l'évacuation des Falachas au nom de ce qu'on appelle l'Aliyah. Vous savez, ce mot hébreu qui veut dire la loi du retour. Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire une petite parenthèse historique, juste pour rappeler, revenir vers 722 avant notre ère, et rappeler que c'est à ce moment-là que les Assyriens avaient attaqué et défait le royaume d'Israël. Alors, ce que les Juifs appellent communément l'exil, eh bien l'exil, bien avant même la captivité à Babylone, l'exil débute réellement par cet événement, avec la déportation et la captivité des 10 tribus d'Israël en Assyrie, et par la suite leur dispersion à travers le monde en de multiples diasporas. C'est depuis cette époque que la plupart des communautés juives disséminées à travers le monde se sont accrochées à cette fameuse idée de retour sur la terre promise. Vous connaissez le slogan, l'an prochain à Jérusalem. Eh bien, cette idée deviendra réalité, comme on sait, après la création de l'État d'Israël en 1948, puisque depuis, grâce à une loi de 1950, tout juif, quel que soit l'endroit où il se trouve, tout juif qui désire émigrer en Israël et acquérir automatiquement la citoyenneté peut le faire. Mais pendant très longtemps, la seule communauté qui était restée en marge de ce dispositif est la communauté des Falachas. Même Madame Golda Meir, qui est une des grandes figures de l'État hébreu, s'est demandé à l'époque si les Juifs n'avaient pas suffisamment de problèmes comme ça pour encore devoir s'intéresser à une sombre histoire de Juifs noirs. Autrement dit, personne ne voulait entendre parler. Elle s'est même posé la question de savoir si c'était vraiment des Juifs. Des Juifs, voilà. Donc, pendant très longtemps, ce qu'il faut dire, c'est que personne ne voulait entendre parler d'eux en Israël. Alors, et pourtant, Israël les a toujours fait rêver. Forcément, ce sont des gens qui se sont toujours accrochés à cette judéité. Puisque s'il y a une constante, anthropologique même, dans l'histoire des Falachas, c'est cette idée, cette judéité à laquelle ils se sont accrochés. Alors peut-on toujours se demander pourquoi avoir attendu si longtemps pour les reconnaître? Parce que, bon, ça me paraît évident. Des nègres et africains ne pouvaient que difficilement adhérer à ce qu'on appelait le principe du sang. La judéité par le sang. Bon, ce sont des Africains, ils portent leur négritude. Je pense que c'est ce qui pose aujourd'hui un problème d'intégration dans la société israélienne. Parce qu'il faut reconnaître que, selon une idée très largement répandue, vraie ou fausse, mais ça on verra, en plus de 20 siècles d'errance, les communautés juives se sont comportées en véritables tribus fermées. On dit qu'on est juif par la mer. Et ceci selon les principes extrêmement rigides du judaïsme et des principes dont on dit qu'ils ont toujours été particulièrement hostiles au métissage. C'est ce qui fait que la plupart des communautés juives que l'on peut rencontrer aux quatre coins du monde ne peuvent appartenir qu'à des groupes sémitiques, voire même indo-européens, mais très difficilement aux civilisations négro-africaines. Des groupes très fermés qui ne s'ouvrent pas
aussi facilement qu'on Ce peut... qui est dit, même n'en déplaise à certains, on dit qu'on est juif par la mère. C'est donc cette problématique qui m'avait aussi suffisamment interpellé et amené à me demander, à passer surtout sous un éclairage anthropologique et historique, les véritables origines de ce peuple, pour savoir si ces Éthiopiens sont réellement des juifs, alors comment expliquer leur particularité noire et africaine. Et surtout, n'en déplaise à certains, puisque la polémique est déjà violemment ouverte, pourquoi par la suite leur intégration s'est trouvée presque impossible dans la société israélienne, qui les a toujours marginalisés. Et jusqu'à nos jours, je ne pense pas qu'il ait réussi. Ce que le film dit bien également, je sais que vous n'avez pas vu le film. Qui n'est pas encore allé au fond, mais je dis que jusqu'à présent, la société israélienne n'a pas encore réussi à intégrer leur singulière combinaison de différences de couleurs et de coutumes. Et là, j'ai eu des surprises. Ouais, alors, où se situe le problème pour qu'il y ait cette polémique virulente contre votre livre? Mais écoutez, moi je pense qu'il y a on dirait qu'il y a une certaine intelligentsia qui fait régner un terrorisme intellectuel qui stigmatise tous ceux qui veulent traiter d'Israël ou de questions liées aux Juifs sans caresser dans le sens du poil, en fait. Parce que ce que j'ai eu sans doute à poser la question qui fâche, c'est-à-dire pourquoi cette intégration s'est trouvée impossible dans une société israélienne qui les rejette du fait de leur couleur, du fait de leurs origines. Parce qu'en réalité, ce qui rend difficile la reconnaissance des Falachas en tant que Juifs, à mon avis, relève d'une explication plus ethnique que religieuse. Il faut observer un peu leur évolution aujourd'hui. Hein. Ils sont jetés en masse dans l'armée comme garde-frontière ou autres Chiracanon. Ou alors dans le civil, ils sont marginalisés puisqu'ils monopolisent les niveaux d'emploi les plus bas du marché et les revenus les plus faibles. Que dire aussi de leurs enfants qui ont été maintenus pendant très longtemps hors du système scolaire. Et dans les rares établissements où on les acceptait, c'était pour être battus et traités de sales nègres par les professeurs. Bon, ça c'est quand même, ce sont des choses qu'on n'invente pas. Et même des écoles maternelles ont refusé pendant longtemps l'inscription de leurs enfants parce que les parents d'élèves blancs avaient peur qu'ils aient le sida. Alors, deux questions. Cette opération Moïse, suivie de l'opération Salomon, arrive quelque temps après le massacre de Sabra et Shatila. Bon, ça c'était le contexte. En fait, si je l'ai abordé... Non, attendez, je termine. Et puis, il y a l'évacuation des territoires palestiniens. Bon, est-ce que vous... imaginez quelque part qu'il y a là une corrélation. Voilà, une corrélation. Écoutez, bon, je pense malheureusement que pour 10 minutes, nous n'aurons pas suffisamment le temps de développer, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment de l'évacuation des Falachas, Israël était au banc des accusés. Il faut se rappeler qu'une résolution des Nations Unies avait assimilé sa politique sioniste à une forme de racisme condamnable. Et je passe donc, puisque vous venez de le citer, sur les éclaboussures de la guerre du Liban, avec son corollaire de massacres comme Sabra et Shatila. Mais il faut dire qu'aux yeux des Africains, ceci s'est passé à l'époque, puisque vous ne l'avez pas cité, dans un contexte où, de façon tout à fait inexplicable, Israël s'était positionné comme l'allié le plus sûr et le plus fidèle de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Il faut se souvenir que pendant des années, dans ce pays, de hauts dignitaires civils et militaires israéliens ont travaillé même avec d'anciens nazis, c'est-à-dire des criminels de guerre notoirement connus et qui étaient dénoncés par toutes les organisations juives du monde entier. Évidemment, quand ils étaient installés ailleurs, comme en Amérique du Sud. Mais pendant ce temps, les Israéliens ne s'embarrassaient pas de scrupules pour travailler avec eux dans un pays où on massacrait des populations dont le seul crime était d'être noir. Donc on peut dire, sous cet angle-là, il y avait une opération de public relation, un genre de clin d'œil qu'Israël lançait aux États africains et qui lui a permis de marquer des points, puisque la dimension humanitaire des opérations ne peut pas être occultée. Ils ont vraiment sauvé de la famine et de l'enfer de la guerre civile des milliers de Falachas, ça on ne peut pas l'oublier. Donc, organisé par le Mossad, il y avait forcément une arrière-pensée. Comment est-ce que vous réagissez, puisque quelque part, il a été écrit, on vous accuse d'agiter le communautarisme, voire même d'être raciste? Écoutez, moi je pense que vous, au moins vous avez eu à lire le livre jusqu'au bout. Il y a certains journalistes sans doute qui s'amusent à lire une quatrième de couverture et un titre pour vouloir le commenter. Alors qu'en réalité, ce qui me fait le plus peur au monde, c'est ce système communautariste. On a souvent coutume de dire que les civilisations dominantes ont toujours imposé leur modèle. Alors, pour ce qui concerne la France, j'ai l'impression que si on veut savoir ce qui va se passer ici, dans une ou deux générations, il suffit d'observer l'évolution de la société américaine. Or, là, loin d'être le melting pot dont rêvait Israël Zangwill, on a plutôt affaire à une juxtaposition de communautés qui ne s'imbriquent pas, donc qui ne sont pas à l'abri d'explosions haineuses de toutes sortes. Il suffit pour ça des étincelles comme l'affaire O.J. Simpson ou l'affaire Rodney King pour mettre le feu aux poudres. Même, ça va vous faire rire, même Michael Jackson vient de
de comprendre le bénéfice qu'il peut tirer dans un système aussi pervers. Lui qu'on n'arrive pas à classer en temps normal, vous savez, on ne sait plus s'il est blanc, s'il est jaune ou s'il est gris. Il commence tout d'un coup, parce qu'il a des ennuis, il redécouvre qu'il était noir, puisqu'il est allé voir le pasteur Jesse Jackson pour se plaindre du procès raciste qu'on lui intente, alors que c'est totalement faux, tout le monde sait que le problème est. Alors, en fait, il rêve de souder la communauté noire derrière sa cause, ce qui serait une formidable épée de Damoclès au-dessus des jurés, et qui signifierait, attention, en cas de condamnation, on va vers une guerre civile. Non, c'est détestable. Je pense que le communautarisme, ce que j'en pense, et les ténors de la haine qui essaient d'utiliser ce genre de système, ceux qui me critiquent devraient lire l'ouvrage. Je pense qu'à la page 52, il y a quelque chose que j'ai dit sur Louis Farrakhan. Oui, et là, avec Louis Farrakhan, vous êtes impitoyable. Ah ben, écoutez, il jongle avec une relecture pas très honnête de l'histoire, puisqu'il accuse les Juifs d'avoir été les principaux bénéficiaires de l'esclavage et de la traite des Noirs. Attention, il y a des réalités historiques. C'est-à-dire que 80% des 120 navires américains qui allaient chercher des esclaves sur la côte du Bénin appartenaient tous à des hommes d'affaires juifs. Mais attention, même s'ils sont une quinzaine ou une vingtaine, ça prouve quoi? Rien du tout. Ce sont des gens qui se sont comportés comme des businessmen opportunistes. Ils ont des responsabilités individuelles, ce qui ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du peuple juif, la communauté juive dans son ensemble. Donc ce sont des méthodes détestables qu'ils utilisent. Et là, on prépare les communautés à s'opposer entre elles. Moi, je pense que juifs, musulmans ou chrétiens, le problème devrait se situer ailleurs. Je préfère qu'il n'y ait pas de frontières comme des noirs, blancs et autres. Alors Louis Farrakhan pose le problème en termes de communautarisme, en termes de noirs contre blancs. Ben, je pense que ça ne peut que très mal se terminer. Et je conseille à ces critiques-là de lire mon ouvrage plutôt avant de m'accuser. C'est ce que je vais conseiller également à tous ceux qui nous ont regardés, c'est de lire votre livre et de ne pas s'arrêter à la 4e de couverture, ni ne pas se limiter à ce qui est écrit dans la presse. Il vaut mieux se faire son opinion, sa propre opinion. C'est ce que j'ai voulu faire avant de vous recevoir sur ce plateau, et je n'ai trouvé dans ce livre aucun relent raciste, ni aucun activisme pour pousser au communautarisme. Je rappelle le titre de votre livre, Les Falachas, nègres errants du peuple juif. Tidiane Ndiaye, merci d'être venu sur ce plateau. Gallimard. Merci.